Je refais cette vidéo parce elle a pas été supprimée par YouTube, mais il y a des séquences qui ont été bannies par YouTube et par Instagram, donc je suis obligé de me retaper cette vidéo. Du coup, je vais me la retaper, tout simplement, et je vais modérer mes propos parce que j'ai été beaucoup trop brutal, beaucoup trop violent, donc du coup, je me suis pris un strike. Voilà. Donc du coup, ouais, je vais me retaper. Alors, hop. Le copy strike, ça dégage. Du coup, on est sur l'écriture inclusive. La langue française est-elle sexiste? Le crayon. Bien. Du coup, on va partir. Comment doit-on décider et régir ces questions de langue? Est-ce les gens de tous les jours qui les décident? Est-ce des institutions qu'on aurait élues ou non qui doivent s'en saisir? Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Elle les chiffre. Alors du coup, ça c'est l'introduction. Non, C'était pas très intéressant. J'avais découvert la fée. Il était écrit. Ouais. Alors, pour vous rappeler, la personne à droite est une féministe qui principalement défend l'écriture inclusive. Oh punaise, j'en ai tellement parlé de l'écriture inclusive la dernière fois. Et lui, c'est un ex-associé de littérature qui est là pour en fait remettre cette féministe à sa place. À la féminine. Et Ou pour tout simplement prouver, ouais c'est vrai que j'ai été strike, il faut que je fasse attention. Ou tout simplement prouver en fait que l'écriture inclusive est tout simplement comment dire ça d'une façon soft, parce que je vais exactement me refaire strike, je vais m'en prendre encore une deuxième, j'ai vraiment pas envie. Alors comment est-ce que je pourrais dire ça d'une façon soft? Que l'écriture inclusive est, oui, une idée qui peut potentiellement évoluer, mais qui est sortie tout droit d'un monde imaginaire. Tout droit. avec notamment un livre de Marguerite Stern qui avait été écrit exactement dans cette manière de pratiquer le langage. Oui, bah, elle avait découvert la féminine universelle, elle avait eu envie d'écrire Héroïne de la rue de cette manière-là, en effet. Mais ça fait déjà depuis 2012 que je développe ça, et mon livre Compte à rebours, qui est aussi un spectacle par ailleurs, est écrit à la féminine universelle. Non, tu vas pouvoir nous en parler plus en profondeur. Et je suis avec Ralph Muller. Salut Ralph. Salut. Tu étais déjà venu dans le crayon dans un épisode d'Œil pour Œil, dont je vous mets le lien en bio. Tu es doctorant en langue. En littérature française. En littérature française à l'université de Genève. C'est ça. Et tu as notamment plusieurs fois fait des vidéos ou écrit des articles pour critiquer l'écriture inclusive, mais également le rap et d'autres sujets qui touchent à la langue. Absolument. J'aimerais qu'on commence avec cette première question qui est un peu englobante, mais qui va nous permettre de trouver des ramifications, qui est l'évolution de la langue, donc notamment vers cette écriture inclusive ou cette féminine universelle. Est-ce que c'est le choix? Alors, l'écriture inclusive ou féminine universelle est décrite comme un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes. Cette écriture inclusive repose sur 3 principes. Accorder les fonctions, les métiers, mais aussi les titres et les grades en fonction du genre. De grands de ce monde, d'académiciens ou de Ça, c'est un peu la poudre par la papette que on essaie de vous mettre dans le cerveau. En fait, pour être tout à fait réel, c'est que l'écriture inclusive est considérée principalement comme une arme de domination vue principalement par les féministes, une arme de domination principalement utilisée par les hommes, vue par les féministes, et du coup, elles vont s'approprier principalement le langage pour le modifier à leur bon vouloir en mettant de eux principalement partout, et en disant que pour lutter contre cette appropriation, mais au final, tout ce qu'elles sont en train de faire, c'est s'approprier elles-mêmes le langage pour l'utiliser comme un langage de domination contre les hommes. Donc du coup, le féminisme revient en fait... du coup, je reviens à mon argument de base qui dit que principalement le féminisme n'est pas là pour l'égalité, mais elle est là principalement pour la supériorité. Ce que j'avais dit déjà avant, c'est que principalement les femmes... Le féminisme, au début, était un magnifique combat. Il se battait contre le sexisme et contre les violences. C'était un combat incroyable. C'était super. Mais le problème de ce féminisme actuel, appelé aussi néo-féminisme, d'accord, c'est principalement le but principal est de tout simplement réclamer la supériorité par rapport aux hommes. Tout simplement. C'est être égaux par rapport aux hommes,
Mais que les hommes soient tout de même galants, qui ouvrent la porte aux femmes, ainsi de suite. Mais du coup, si on est égaux et que je fais preuve de galanterie et que je t'ouvre la porte, on est d'accord qu'on n'est plus égaux. Qu'il y a un rapport entre supérieur et inférieur. Vrai ou faux? Enfin bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou est-ce que c'est par le bas, par le peuple, par les gens, la manière dont on le pratique, que ça devrait se faire? Pendant longtemps, ça s'est fait par le peuple, par les personnes. Puis à un moment donné, il y a eu le cardinal de Richelieu. Donc c'est le méchant dans les Trois Mousquetaires, pour situer. Ça lui va très bien. Et donc il a décidé de créer l'Académie française. Donc c'est ce reliquat d'Ancien Régime qui malheureusement a survécu à la Révolution française. Pourtant, ça doit bien se décapiter, tout ça. Et donc, cette Académie française a été créée pour plusieurs raisons, mais deux d'entre elles, la première est totalement élitiste, classiste, c'est-à-dire que Je peux pas parler avec ce genre de femmes plus de 5 minutes. Je peux pas parler avec des femmes qui mettent des E partout. ils vont à ce moment-là régenter l'orthographe. Il faut savoir qu'avant la création de l'Académie française, une femme comme Madame de Sévigné, par exemple, qui était une immense autrice, une grande femme de lettres, etc., pouvait écrire dans la même lettre, quand on regarde ces lettres manuscrites, dans la même lettre, 4 fois le même mot, écrit de 4 manières différentes. Parce que on écrivait en phonétique. Non, il n'y avait pas de faute à l'époque, c'était écrit de manière phonétique. La langue, et donc c'était très utile puisqu'on pouvait se concentrer sur le fond plutôt que de se concentrer sur la forme, et ça ne posait aucun problème. Faut imaginer plein d'autrices et d'auteurs de l'Ancien Régime qu'on connaît qui n'avaient strictement aucune norme orthographique. Et donc voilà, une des raisons de la création de l'Académie française, c'est qu'ils vont décider de règles orthographiques iniques, enfin ils vont les sortir un peu de nulle part, ils vont décider qu'ils vont prendre principe. Bah, c'est complètement faux, ils ne sortent pas totalement de nulle part. Il faut savoir qu'à l'époque, principalement, déjà, le français est une langue qui vient de la racine latine. C'était comme la plupart des langues européennes, d'ailleurs. Moi, je suis en Roumanie, je parle roumain, d'accord? Pareil, ça provient de la langue latine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le masculin, parce qu'on va y arriver, hein, mais le masculin, dans la langue latine, quand il y avait un groupe mixte, c'était toujours le masculin qui l'emportait. D'accord? Mais pourquoi? Parce que la masculinité était... Enfin, la masculinité. Les mots masculins étaient tout simplement neutres. C'était neutre. C'était courant, c'était neutre, c'était... On utilisait ça pour décrire le neutre. Et même en roumain. Enfin, mais en même temps, ça découle de ça. C'est pour ça, même en roumain. Par exemple, on dit un băiat, ça veut dire un garçon. Chez un mar. Un mar, c'est une pomme. Vous voyez? Et on peut dire au fata. En fait, devant le féminin pour le féminin, on met toujours au singulier, et pour le masculin, on met toujours un, d'accord? Et même pour le neutre, on met toujours un, d'accord? Par contre, si vous voulez dire deux, exemple, je peux dire deux băieți, c'est-à-dire deux garçons, două fete, c'est-à-dire deux filles, et je vais prendre le dernier exemple, alors mar, je sais plus comment on dit le féminin, mais je crois que c'est două mari, et c'est, en fait, on reprend le féminin pour le pluriel, principalement. C'est ça que je voulais dire. Mais d'une façon générale, c'est que le masculin était tout le temps neutre pour le latin, et on a repris en fait ces formes pour la langue française. Ce qu'elle était en train de dire, c'est que principalement que ces règles d'orthographe étaient tout simplement ont été fait un peu au hasard, c'est complètement faux. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens parlaient, ouais, c'est vrai, les gens parlaient différemment. Et du coup, on a pris l'usage qui était majoritaire, et on l'a appliqué pour tout le monde. Et les règles de grammaire ont été extrêmement bien pensées. L'allemand, le latin, un peu le grec, mais surtout le latin, parce que on est sur le Saint-Empire romain germanique, nanana, c'est juste par catholicisme, mais on aurait pu, pour beaucoup d'autres, parce qu'on a beaucoup d'autres influences dans la langue française, on aurait pu prendre d'autres racines, c'était complètement au hasard, et ils vont faire... Faux, c'était pas complètement au hasard, c'est comme vous l'avez dit, c'était parce que c'était l'Empire romain, et que principalement on a pris la racine latine. Exprès, des règles orthographiques extrêmement compliquées. Je sais plus combien il y a de manières de faire le son S dans la langue française, mais c'est complètement absurde. Et donc le but du jeu, c'est que les seuls... C'est ça que je comprends pas, c'est que, en fait, elle dit que c'est complètement absurde de faire plusieurs fois, enfin, de complexifier la langue française avec des règles, sauf que elle-même, elle le complexifie. Elle va complexifier encore plus la langue française en mettant des E partout. C'est ça que je comprends pas, la logique, c'est que pour elle, c'est déjà assez complexe le français. Donc pourquoi le complexifier encore plus? Qui vont avoir le temps.
d'apprendre ces règles absurdes-là, eh ben, ça va être des hommes et des hommes nobles. Parce que les femmes, de toute façon, n'avaient pas le droit d'aller vraiment étudier. Et puis, c'est la sens. Sauf que c'est faux, ça aussi. Oui, effectivement, c'est des hommes nobles en majorité, mais une minorité était aussi des femmes nobles. Des femmes nobles qui ont énormément aidé à construire la langue française avec avec des règles de grammaire, ainsi de suite. Donc c'est faux, ça aussi. À ce moment-là de la bourgeoisie, et même la bourgeoisie, en fait, les personnes doivent travailler, donc on n'a pas le temps d'apprendre ces règles pourries. Et donc, dans la création de l'Académie française, c'est marqué noir sur blanc que ces règles sont faites pour distinguer les gens de lettres des pauvres d'esprit et des simples femmes. Ça, c'est encore après. Oui, d'accord, ok, très bien, oui. Mais là, en fait, elle sort une phrase complètement sortie de son complexe. Dans l'Académie française, il y a plein de choses qui disent. Ils préfèrent mettre en avant le jeu comme noble, ils préfèrent mettre en avant... qu'est-ce qu'il y a? Forcément, j'avais des idées, elles sont parties. Le jeu comme noble, le masculin comme noble par rapport au féminin, et ce genre de phrases. Mais tout cela traduit de leur mentalité d'avant. D'accord? Tout cela va traduire de leur mentalité d'avant. Mais c'est sorti un peu de son contexte. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique, en disant que le masculin l'emporte sur le féminin. Avant... Oui, voilà, pareil. Il y a aussi cette règle qui le disent, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est ce que je viens de dire juste avant. Mais c'est principalement pour comprendre leur façon de penser. La façon de penser que, forcément, excusez-moi, je bois à côté de la Monster, donc forcément, j'ai des remontées de gaz. Leur façon de penser qui était à l'époque un peu peut-être extrême. Oui. À ce moment-là, le masculin ne l'emporte absolument pas. En fait, le masculin l'a emporté très peu de temps dans l'histoire de la langue française. Avant, on avait la règle de proximité, par exemple. Donc, on pouvait dire... Alors, c'est extrêmement faux. En fait, le masculin l'a toujours emporté. La règle de proximité, elle est présente. Je crois qu'elle est tout le temps présente, même à l'heure d'actuelle. Sauf que la règle de proximité, elle est apparue après. Bon... Ouais. Très bien, les hommes et les femmes sont égales, ou les femmes et les hommes sont égaux. En fait, on accordait avec le mot le plus proche. D'ailleurs, quand on regarde Racine, par exemple, enfin, en tout cas, des gens qui ont écrit en alexandrin, notamment chez les dramaturges, en fait, on se rend compte que il y a des moments où ils n'ont pas pu être dénaturés au masculin l'emporte parce qu'on avait des problèmes de nombre de pieds et des problèmes de rime à la fin du vers. Par conséquent, il y a des moments où on se dit, tiens, Corneille ou Racine ou Molière se sont plantés. Non, ils se sont pas plantés, c'est qu'ils... Ils jouaient avec justement l'ambiguïté pour pouvoir... Ah non, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout. Ils respectaient la règle de proximité qui était en usage depuis des siècles et des siècles, donc ça dérange strictement. Alors, en usage depuis des siècles et des siècles, ce n'est pas réellement vrai, mais en tout cas, alors à l'époque, c'était un peu courant. C'était exactement un peu comme les mots qui sont courants de nos jours, un peu comme, je sais pas, c'était courant d'une façon générale. Personnes. Il y avait la règle de majorité aussi, quand on parlait d'un groupe de personnes et qu'il y avait un peu plus de femmes que d'hommes, on accordait à la féminine. Et quand il y avait plus d'hommes que de femmes, on accordait au masculin. Et quand on savait pas, qu'on s'était pas amusé à regarder la forme des organes génitaux de toute une foule, à ce moment-là, on avait ce qui s'appelait la règle de choix, qui était merveilleuse pour les poétesses et les poètes, puisqu'on pouvait choisir sa rime à la fin du vers. Et donc tout ça, c'était pendant des siècles et des siècles. Et là, il va y avoir... Oui, d'accord, ok, très bien. C'était pour choisir sa rime à la fin du vers, mais c'était principalement pour que la rime puisse rimer. Tout simplement. Enfin, si on avait ce choix et que forcément on voulait dire quelque chose, qu'on n'avait pas plus de mots pour le dire, on allait forcément se laisser le choix. Une décision. C'est dommage parce qu'elle défend beaucoup de choses et c'est... Bon. Politique, masculiniste, à ce moment-là, qui est très documenté, qui est très très clair. Je vous encourage à aller vers les travaux de l'historienne et linguiste Eliane Viennot, qui a écrit énormément de livres sur le sujet, et donc et qui nous, en fait, en partant d'archives, d'un vrai travail historique sur la littérature, explique en fait cette histoire de la masculinisation de la langue, qui souvent quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi je fais encore une autre proposition parce que moi j'ai aussi une dimension artistique, donc quelque part je fais ce que je veux avec mes cheveux, et une peintresse choisit ses couleurs et moi je choisis mon vocabulaire, une chefesse en cuisine. Oui, mais en fait c'est ça le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la langue française à votre guise. Comme vous l'avez très bien dit, il y a des règles d'orthographe, il y a des règles de grammaire, mais vous ne pouvez pas vous approprier la langue française pour vous. Il faut arrêter de voir la langue française comme
arme de domination faite par les hommes pour les femmes. C'est complètement faux. C'est simplement des règles de base qui étaient déjà présentes. D'accord? Moi, je suis pas contre l'écriture inclusive. Je dis simplement que pour arriver à là où on en est, il faut peut-être revoir peut-être certaines règles de grammaire, mais il faut réellement les revoir et essayer de convenir à un certain accord. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut rester sur ce même schéma. Je dis simplement que, d'une façon générale, la langue française a tout le temps évolué à travers les époques. Encore et toujours. D'accord? Mais elle a évolué librement, sans réellement but de la changer. Prenons exemple notre époque actuelle, le t'inquiète, qui est passé en TKT, qui est en fait une abréviation, c'est tout simplement évolué, mais librement. Vous voyez? Le problème avec le féminisme, c'est que elle modifie la langue française délibérément. C'est-à-dire dans le but de réellement l'approprier. Enfin, c'est pas réellement le féminisme, c'est l'écriture inclusive, ou comme ils appelaient le féminisme universel. Et vous ne pouvez pas faire ça, d'accord? Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que la langue, c'est quelque chose de non-genré. D'accord? Enfin, quand on utilise le masculin, c'est parce que c'est neutre, principalement. En anglais, c'est non-genré. Enfin, en anglais, ouais, c'est très peu genré. C'est non-genré. On utilise la langue parce qu'on veut communiquer. On a choisi ses saveurs et moi j'ai choisi ma grammaire. Donc quelque part quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante et d'autre part pour montrer à quel point d'habitude tout est masculinisé et que en fait la langue structure la pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme seule justification unique que le masculin est le genre le plus noble, rien d'autre. Oui, d'accord, ok, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que oui, ça a été écrit dans l'académie, le masculin est plus noble, d'accord, ok, mais ce qu'il faut comprendre, principalement, c'est qu'il y a eu plein de choses à écrire avec ça, et c'est une phrase complètement sortie de son contexte. La phrase qu'elle cite là depuis le début, son seul argument, il est complètement sorti de son contexte. À quoi servaient ces phrases? À tout simplement décrire la mentalité qu'ils avaient avant. Tout simplement. Les mentalités ont changé depuis. C'est pour ça que je suis pas contre le fait de pouvoir modifier l'écriture inclusive. Enfin, modifier la langue française, mais pas au point de mettre des E partout, parce qu'on voit principalement la langue française comme une arme de domination par les hommes. C'est complètement faux. Basta. Et donc, on va avoir, avec cette justification-là, ils vont réussir à rentrer dans la moindre de nos pensées. C'est-à-dire que le langage structure la pensée. Quand on pense avec des mots. Et donc, si on parle au masculin l'emporte, on pense au masculin l'emporte, et donc on agit dans l'intérêt des seuls hommes. Et c'est vraiment ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de résistance masculiniste sur ce sujet-là. Et donc, après, moi, voilà, je fais encore une autre proposition, mais je suis bilingue. Je parle à la fois en inclusive et... C'est fou quand même, hein. Résistance masculiniste. Ah ouais, ok. Et donc... Et à la fois, la féminine universelle, ça dépend des moments. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Ouais, je vois très bien. Étayé, exact. Ouais, j'ai compris que ça a l'air d'être porté sur la nuance. Alors, ce qui s'est passé en fait avec l'académie... Je sens que la nuance va pas être terrible en fait. Bon, déjà, premier truc, pourquoi il lui coupe la parole? Enfin, à un moment donné, je sais pas, depuis le début, il a absolument dit aucun mot. De toute façon, s'il avait ouvert sa bouche pour lui couper la parole, alors sachant qu'on est dans un débat, il se serait fait détruire, d'un point de vue, je sais pas comment il s'appelle, même d'un point de vue sur les réseaux. Ouais, il essaye de l'empêcher de parler depuis le début, il a rien dit. Et forcément, c'est elle qui commence à parler et personne ne va jamais rien dire pour ça. Là, je pense que personne ne dira jamais rien. Mais moi, c'est des faits. Là, j'ai même pas donné mon avis encore. D'accord, très bien. Donc en fait, ce discours-là, il tend à donner... c'est faux, il a donné plusieurs fois son avis, mais bon. Bon, c'est pas grave. Une importance et une autorité à l'Académie française et aux grammairiens et aux remarqueurs de l'époque qui n'ont en fait pas eu. Donc déjà, l'Académie française, en fait, donc elle est fondée en 1634, et il lui faudra beaucoup de temps pour produire une véritable grammaire, parce qu'effectivement, c'était l'enjeu principal. Sur le caractère élitiste de l'entreprise, tu as tout à fait raison. Par contre, sur le fait qu'ils auraient eu le pouvoir de changer la langue et de changer la manière dont on pratiquait la langue, déjà la langue, ça veut rien dire à l'époque, il n'y a pas le français. Il y a le français de la ville, c'est-à-dire le français de Paris, il y a le français de la cour, et ensuite il y a tous les parlers régionaux, qui existaient dans le royaume. Et donc en fait, déjà parler de la langue française, ça veut rien dire, et d'où effectivement le caractère élitiste, c'est-à-dire les personnes qui se chargent
de produire des discours sur la langue sont effectivement des personnes d'un certain rang et qui Pour s'adressent trier, en et qui fait, s'adressent à des personnes d'un certain sont rang. des Là-dessus, hommes. c'est tout à fait, Ce sont des c'est- ça, hommes c'est tout à nobles. fait juste. Mais Par c'est contre, pas des personnes, c'est des hommes. il y a pas. Alors juste, alors, je peux